Après la mort de sa fille, Michael Corleone s'est retiré en Sicile, où il décède plusieurs années plus tard, nous le savons. Mais s'il avait été jugé entre-temps, alors qu'il avait rejoint la Sicile pour y vivre ses derniers jours dans l'apaisement, et malheureusement le remords, le milieu français qui sévissait sur la côte d'Azur a appris la présence du parrain en Sicile. Ces hommes ambitieux et cupides ont voulu en apprendre davantage de la légende, et ils l'ont invité dans un grand hôtel de luxe à Cannes pour le rencontrer. Après avoir décliné l'invitation plusieurs fois, Michael accepta finalement. Il arriva à Cannes, dans l'hôtel, et rencontra le soir même les hommes du milieu qui lui demandèrent conseil. Soudain, plusieurs policiers débarquèrent à l'hôtel et procédèrent aux arrestations des mafieux et de Michael. Ils étaient, sans le savoir, suivis et écoutés. Les policiers français découvrirent le dossier de Michael Corleone durant la garde à vue. Il devra comparaître aux assises. Michael n'avait plus le choix, il savait qu'il jouait gros, et que la partie était mal engagée. Il décida alors d'appeler à son secours un grand avocat, jeune, compétent, dynamique, ambitieux et modeste, votre serviteur, Maître Poena. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de l'émission Le Ciné des pénalistes, l'émission qui analyse les films au regard du droit pénal français actuel, et l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la trilogie Le Parrain, et plus particulièrement à son personnage principal, Michael Corleone. Dans cette émission, nous allons tout d'abord résumer les films, avant de procéder à l'enquête de personnalité de Michael Corleone, puis analyser ses infractions et les arguments de défense. Le Parrain est une trilogie de films de gangsters américaine réalisée par l'immense Francis Ford Coppola d'après le roman de Mario Puzo. Le premier film est sorti en 1972, le suivant en 1974 et le dernier en 1990. Il n'y a pas besoin de rappeler à quel point cette saga a rencontré un succès mondial immense et fait partie des films les plus appréciés dans le monde. Un 4e opus aurait pu d'ailleurs voir le jour, mais cela n'aura finalement pas lieu, du fait de l'absence des acteurs clés qui affaiblit la continuité narrative. Le décès de Mario Puzo, qui prive le projet de son âme créative, et Coppola lui-même qui semble tourner définitivement la page. A noter que Coppola avait évoqué un 4e opus dans les années 90. Il était même question de faire revenir Robert De Niro dans les flashbacks, il aurait repris son rôle de Don Corleone pour donner la réplique à Leonardo DiCaprio, pressenti pour jouer un jeune Sonny. Mais si ce film aurait été intéressant, on aurait perdu Michael Corleone, et serait donc passé à autre chose. La saga n'aurait continué que pour son prestige, et non plus pour sa qualité originelle. Bref, revenons à nos mafieux. En résumé, Le Parrain raconte l'histoire de la puissante famille mafieuse Corleone à New York, dont Vito Corleone, patriarche respecté, dirige son empire criminel. Lorsque des rivalités violentes éclatent entre les familles mafieuses, son fils cadet, Michael, d'abord extérieur à ce monde, est progressivement entraîné dans les affaires familiales, le poussant à commettre son premier meurtre. Alors qu'il est en exil en Sicile pour être protégé des conséquences de son meurtre, il se marie, mais sa femme est tuée. Il finit par revenir aux États-Unis pour devenir un chef impitoyable, prenant la succession de son père et sacrifiant ses valeurs pour le pouvoir. Il faut noter qu'il se tenait à distance de cette famille. Le rêve de Michael était d'être un officier américain, et non un chef mafieux. Son père lui-même le voulait sénateur. Il ne voulait pas qu'il lui succède. Mais Sonny, l'héritier naturel, meurt assassiné. Et Fredo, l'autre frère, n'a pas les épaules pour gérer les affaires de la famille. Le Parrain 2 poursuit l'histoire de la famille Corleone sur 2 axes temporels. Michael Corleone, désormais chef de la famille, cherche à étendre son empire tout en faisant face aux trahisons et aux enquêtes du gouvernement dirigé contre lui. Sa vie personnelle se détériore, avec des conflits familiaux et la perte progressive de son humanité et de ses valeurs qui le poussent à commettre l'irréparable, l'assassinat de son propre frère Fredo. Le film retrace en parallèle la jeunesse de Vito Andolini, de son enfance à son ascension sociale, en passant par la mort de sa famille, son arrivée aux États-Unis, où il devient Vito Corleone, la naissance de ses enfants, les règlements de compte et le business qui en font un mafieux respecté. Le film explore merveilleusement le contraste entre l'ascension de Vito et la chute morale de Michael. La 3e et dernière partie de la saga relate l'histoire de Michael Corleone qui tente de légitimer son empire criminel. Cependant, il est rattrapé par son passé, car les trahisons, les rivalités et les violences continuent de menacer sa famille. Le film suit aussi la nouvelle génération, notamment son neveu, Vincent, le fils illégitime de Sonny, qui reprend les affaires criminelles de la famille. Marie, la fille de Michael, est mise en avant par son père pour rendre les affaires légales. Alors que Vincent et Marie tombent amoureux l'un de l'autre,
Michael s'oppose à cette union. Marie meurt finalement accidentellement. Le scénario du film inclut 2 événements ayant réellement eu lieu, la mort du pape Jean-Paul Ier et le scandale de la Banco Ambrosiano en 1981 et 82. Ces 2 événements sont fictivement reliés aux affaires de Michael Corleone. Avant d'attaquer les infractions dont se rend coupable Michael, il s'agirait de savoir à qui on a affaire. Michael est le fils de Vito Corleone, parrain de la mafia, et de Carmela. Il a 2 frères aînés, Sonny et Fredo, une petite sœur, Connie, et un frère adoptif, Tom Hagen. Au début du film, il fréquente Kay, mais alors qu'il est en exil en Sicile, dans la ville de Corleone dont est originaire Vito Andolini, qui d'ailleurs existe et est située dans la province de Palerme en Sicile, elle compte aujourd'hui un peu plus de 11 000 habitants, et est historiquement le repère de nombreux chefs mafieux. Il tombe amoureux d'une jeune femme, Apollonia, qui l'épouse. Elle décède tragiquement suite à un attentat qui visait Michael dans l'explosion de la voiture. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai découvert une anecdote folle dans le livre d'Al Pacino intitulé Sonny Boy sur la ville de Corleone. Je cite : « Quand j'ai su que j'avais décroché le rôle pour de bon, j'ai appelé ma grand-mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle m'a répondu : ton grand-père est né à Corleone. C'est de là qu'il vient. » Michael rentre aux États-Unis, retrouve Kay, il a 2 enfants avec elle, Anthony et Marie. Le couple se sépare car Kay ne supporte plus les activités de Michael qui ont failli coûter la vie de sa famille. Elle avorte car elle ne veut pas donner d'autres enfants à Michael et se sépare de lui. Michael, au début du film, est un jeune homme doux, souriant et honnête. Il se transformera par loyauté, sens familial, pour protéger les siens. Vito souhaitait que Michael soit sénateur, quelqu'un qui légitime son nom, assoit les générations futures dans une assimilation complète. Lorsque Michael fait part à sa famille de son engagement dans les Marines, comme officier, la nouvelle est mal accueillie par son grand frère Sonny. Michael veut s'intégrer parfaitement aux États-Unis, vivre une vie honnête, loin des affaires familiales, desquelles il n'a jamais fait partie. Il dit d'ailleurs : « C'est ma famille, ce n'est pas moi. » Tout change lorsque son père subit un attentat. Il va le rejoindre à l'hôpital et constate que sa sécurité n'est pas assurée. Il décide alors de le protéger et commet son premier meurtre, afin de venger son père. Il va en Sicile pour s'exiler et y retrouve une existence normale où il se marie. Seulement, lorsque son frère aîné meurt et que son père lui confie les affaires, il change radicalement. Il devient froid, calculateur et extrêmement stratégique. Contrairement à son père Vito, qui privilégiait la loyauté et le respect, Michael gouverne par la peur et le contrôle. Il est prêt à tout pour protéger son pouvoir en croyant protéger sa famille. Il la néglige et la sacrifie. Michael est solitaire et méfiant, le pouvoir l'isole émotionnellement, il perd sa capacité à aimer pleinement, détruit sa vie familiale et vit dans la culpabilité. Néanmoins, il évolue en vieillissant, car il cherche à rendre les affaires légales et sa quête de rédemption l'amène jusqu'à la confession auprès du futur pape Jean-Paul Ier. Mais il ne se remettra jamais de son fratricide. Suite à ce portrait, nous en venons aux faits qui nous intéressent, les infractions commises par Michael. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'au début de la trilogie, Michael Corleone n'est complice en rien de la moindre infraction de sa famille. « C'est ma famille, ce n'est pas moi », dit-il à Kay. Il n'est pas non plus tenu de les dénoncer, car en droit français, une exception permet aux membres de la famille proche de ne pas dénoncer. Néanmoins, après l'attentat dirigé contre son père, Michael prend la décision de se venger. Il veut tuer les hommes qui s'en sont pris à lui. Lorsqu'il annonce à sa famille qu'il veut s'occuper du meurtre, ce n'est qu'une idée. Bien qu'il s'agisse du début de ce que l'on appelle l'iter criminis, c'est-à-dire le chemin criminel, la volonté de tuer un homme n'est pas réprimable. On assiste ensuite aux actes préparatoires. Deuxième étape de l'iter criminis. Michael tire avec le pistolet, il y a un dîner de préparation, cette étape n'est toujours pas réprimable. La répression du meurtre commence lors de son commencement d'exécution, qu'on pourrait considérer être le moment où il va chercher l'arme aux toilettes. Enfin, Michael se lève et tire sur les 2 hommes. Le meurtre est sanctionné en droit pénal et se définit comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Pour être constitué, il doit revêtir un élément matériel, c'est-à-dire un comportement, un résultat et un lien de causalité. Le comportement doit être un acte positif. Ici, Michael saisit une arme à feu et tire sur les 2 hommes. Le comportement criminel est constitué. Le résultat doit être la mort d'autrui. En l'espèce, les 2 hommes décèdent. Il doit y avoir ensuite un lien de causalité certain entre la mort et l'acte. Ici, les 2 hommes meurent car Michael a tiré sur eux. Par conséquent, l'élément matériel du meurtre est constitué. Ensuite, le meurtre nécessite un élément moral, c'est-à-dire une faute pénale intentionnelle de son auteur. Le meurtrier a la volonté de commettre l'acte
et la conscience de violer la loi pénale. En l'espèce, Michael veut commettre l'acte, comme en témoigne sa détermination, et il sait commettre un acte répréhensible, comme en témoigne d'ailleurs son exil en Sicile. Enfin, le meurtrier doit avoir l'intention de donner la mort pour être condamné. Ici, l'intention est claire. La répression du meurtre est de 30 ans de réclusion criminelle à l'état simple. Néanmoins, en cas d'assassinat, c'est-à-dire lorsqu'il est prémédité, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Ici, Michael encourt la peine pour l'assassinat. Par la suite, Michael peut avoir potentiellement commis plusieurs infractions en rejoignant les affaires de son père. Proxénétisme, association de malfaiteurs, assassinat, soit directement, soit en complice lorsqu'il les a commandités. Le proxénétisme nécessite pour être condamné qu'il y ait postitution. La définition donnée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle du 27 mars 1996 est la suivante. La postitution consiste à se prêter moyennant une rémunération à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. D'après Vito, on comprend bien qu'il s'agit d'une activité de la famille. L'élément matériel consiste en l'aide ou l'assistance, ou encore en la protection de la postitution d'autrui, ou encore au fait d'en tirer profit, ou enfin d'embaucher, détourner ou entraîner des personnes dedans. Ici, les affaires de Michael consistent bien en cela. La faute pénale intentionnelle est requise, il faut la volonté de commettre l'acte et la connaissance de l'atteinte à la loi. La volonté et la conscience de Michael ne font pas mystère. La répression à l'état simple est de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Une circonstance aggravante est prévue par l'article 225-8 du Code pénal. Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 millions d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. Ici, c'est bien le cas. Ensuite, il convient d'analyser l'association de malfaiteurs. L'élément matériel consiste en un groupement formé ou une entente établie dont l'objet porte sur la commission de crimes ou de délits. La caractérisation d'un ou plusieurs faits matériels est nécessaire. Michael dirige bien une association de malfaiteurs. L'élément moral de l'association de malfaiteurs exige la volonté et la conscience de porter atteinte à la loi pénale. La condition est bien remplie. Par conséquent, Michael Corleone risque, comme les autres membres de l'association, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Tout au long de la saga, Michael Corleone ordonne des meurtres, une énorme quantité de meurtres. On ne va pas redéfinir le meurtre en droit. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'instigateur, c'est-à-dire celui qui ordonne les meurtres sans les commettre directement, est un complice. Le complice est puni comme auteur. Ce qui veut dire que pour chaque meurtre ordonné, Michael encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité car il s'agit d'assassinat. Il convient néanmoins de s'intéresser brièvement au meurtre de Fredo. Eh bien, il sera sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité en raison de la préméditation. Michael Corleone frappe sa conjointe. Il s'agit de violences volontaires sans ITT commises sur sa conjointe. L'article 222-13 du Code pénal sanctionne les violences n'ayant pas entraîné d'ITT sur conjoint, de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il faut un élément matériel, c'est-à-dire un comportement violent. Ici, Michael frappe son épouse. Il faut ensuite un résultat, une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Ici, Kay a subi cette atteinte à son intégrité physique. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité certain entre le comportement et le résultat. Ici, l'atteinte a lieu par le coup porté par Michael. L'auteur doit avoir la volonté de commettre l'acte et la conscience de porter atteinte à la loi pénale. Ici, c'est bien le cas. Après plusieurs jours d'analyse du dossier, je me rendis au tribunal pour défendre la cause de mon client, Michael. Le procès dura plusieurs jours, avec les interventions des témoins, de Kay notamment. Il y eut ensuite les réquisitions du procureur qui demandait une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La défense s'exprime toujours en dernier. Je me levai, je m'avançai à la barre, pris une grande inspiration et me jeta à l'eau, après avoir échangé un regard complice avec mon client, Michael, qui était enfermé dans le box des accusés, comme s'il était un lion en cage, jeté au regard du public. J'ai défendu, avec beaucoup d'énergie, le fait que Michael Corleone est tout d'abord un homme respectable, héros de guerre, décoré de la Croix de guerre, qui a rendu de nombreux services aux États-Unis et à ses valeurs démocratiques. Il n'avait jamais été condamné pour quoi que ce soit, malgré une comparution ayant déjà eu lieu. Il a toujours nié ce qui lui était reproché, et les preuves de son intervention dans différents meurtres n'ont jamais été rapportées. Le doute profite toujours à l'accusé. Il a connu un contexte familial difficile, entre son père attaqué, ses frères tués et sa fille tuée. Jeune homme, c'était une personne joyeuse, douce, engagée pour ses valeurs, pour la patrie, ne cherchant qu'à s'assimiler dans son pays. Par la suite, Michael n'a visé qu'une seule chose,
la protection des siens. Les crimes dont est accusé mon client sont prescrits. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like sous cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.